Donc, on va faire la présentation de l'ensemble de l'outillage qui sera nécessaire à l'opération. Forcément, une feuille pour noter tout ce qu'on va trouver plus loin au niveau des pressions, entrée, sortie, les températures, etc. Les gants, travail des gants. On a ici une rallonge sur laquelle on a un ampère-mètre, donc qui nous permettra de faire les mesures à ce niveau-là. La petite bombe 1000 bulles pour vérifier l'étanchéité à la fin. Une fois qu'on aura fait l'ensemble des raccords, le petit outillage qui sera nécessaire, tournevis, pince, ici le pied à coulisse, ici au cas où on aurait besoin en fonction de ce qui va se passer, mais c'est toujours intéressant de le voir, la petite pince qui peut servir à la fin à pincer la queue de charge. Comme on voit, il y a un petit bout arrondi spécifique. À côté, un ébavureur. Donc là, on va venir à l'intérieur du tube, donc pour enlever les petites bavures qui pourraient s'y trouver, histoire qu'on ait vraiment une jonction très propre. Là, un coupe-tube, un truc tout bête, façon plombier, même système. Ensuite, ici, donc, on va avoir ce qui va nous permettre de brancher les manos. Deux systèmes différents. Le premier, une pince. Donc on vient brancher le mano ici. Et là, en venant directement sur le tube, ça va venir pincer le tube. On la laisse comme ça, pincer. Et le mano au bout va nous permettre de prendre la pression. À côté, on a un système à visser. Donc là, on vous le présente ici complètement démonté. Les différentes pièces, les différentes parties, avec ici deux cales différentes en fonction des diamètres. Voilà comment ça se représente une fois monté. Donc le mano, bien sûr, vient se brancher là. D'accord, donc là, il faut se l'imaginer sur le circuit, à l'endroit où on en a besoin. Attention à bien le mettre dans une partie bien droite, sinon il risque de tourner tout seul. Alors, on vous a montré sur le compresseur ce que ça donne. Donc on voit bien le petit trou par lequel on pourra mesurer la pression. À côté, tout le système lock-ring. Donc, au diamètre. Sur la vidéo, c'est vraiment pas simple parce que c'est pas super clair. Mais on doit bien respecter les diamètres. C'est pour ça qu'on avait besoin du pied à coulisse avant pour mesurer les différents tubes et mettre les diamètres en besoin. Les queues de charge. En ce qui concerne les queues de charge, on va les placer aux différents endroits et principalement sur le compresseur. Donc queue de charge, pareil, équipé du petit système pour éviter que l'air s'échappe. La pince à lock-ring, donc ça, vous la verrez en action tout à l'heure. La balance, qui va servir pour la mesure du R600. La bombe de R600 avec son distributeur. On passe ici donc sur tout le système qui va nous servir à faire le vide d'air et le remplissage. Donc, en digital pour l'occasion, différents tuyaux. Donc ça va nous servir à vider, à remplir. Le tuyau là, spécifique, qui est équipé d'une petite masse, bien sûr, qui va nous servir à faire échapper l'air. On est sur du R600A, donc on peut le rejeter à l'extérieur. Nous, l'installation dans la salle, on est un petit peu court. Donc on est parti sur un autre système de tuyaux, relié déjà là, et qui va nous permettre d'aller jusqu'à la fenêtre là-bas pour qu'on soit en sécu. Ce qui me permet d'enchaîner donc sur la pompe à vide, qui va nous faire, qui va nous permettre, comme on le dit, de vider tout le système. Donc on verra pour le branchement après. Au départ, donc ça on a fait ça il y a quelques temps, quelques heures déjà. On a mis différents thermomètres. Donc on en a mis deux à l'intérieur. Un dans de l'eau, l'autre à côté de l'eau. Donc dans le congélateur en lui-même, histoire de voir les écarts de température qui se produisent. Ici, on a pareil pour les différentes mesures dont on aurait besoin, ampères, watts, etc. Et là, à cette heure-ci, comme vous voyez, c'est en train de tourner. Donc on a les températures d'une part au niveau de la BP, donc de la basse pression, et de la HP, de la haute pression.
Et enfin, l'appareil sur lequel on va travailler. Voilà. Et on se retrouve pour la suite. Donc cette fois, on est là juste avant la pose des manos. On a mis en place toutes nos sondes, nos températures, on a pris nos mesures. Donc on voit ici les différents diamètres. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont différents? Simplement parce qu'on peut voir ici que entre le compresseur et les différents tubes, par exemple celui-là, donc ce qui sera là et ce qui sera là, on n'aura pas tout à fait les mêmes diamètres. Donc on va se retrouver en HP entre le compresseur et le tube 7.5, la BP 8.7, etc., etc. Pour ce qui est donc au niveau du déshydrateur, la queue de décharge et le compresseur, la queue de charge, on a fait exactement la même chose. Donc les diamètres des deux qui sont là et les diamètres des deux qui sont là. Au niveau des mesures, donc au niveau électrique, ici on peut voir qu'on est à 64 watts. Et quand on revient au niveau des volts, donc on arrive à 240 volts, à peu près 0,3 ampères pour 50 MHz. Ici on a remis donc le système qu'on a montré tout à l'heure, on voit la 0,28, donc quasiment identique. Là, ici, on a les deux sondes qui sont à l'intérieur du congélateur. Donc, d'une part, celle qui est en ambiance et d'autre part, celle qui est plongée dans l'eau. Ici, on a à 59,8 la sortie du compresseur en HP et à 0,16 l'entrée compresseur en BP. Là, 28,3, on a la sortie du condenseur. Et à 31,4, 31,5, ça évolue toujours un tout petit peu, l'entrée du déshydrateur. Donc les sondes, quand on voit, donc on en aura une là, on en a mis une ici, et à l'intérieur. Donc là forcément il tourne depuis ce matin, mais voilà, il y en a une qui se trouve dans le bac et une qui se trouve à côté du bac. Et maintenant, on va pouvoir procéder à la mise en place des manos pour voir et mesurer les pressions qui sont à l'intérieur du système avant qu'on procède à la mise à vide et au remplacement. Donc cette fois, la mise en place des manos. Donc un des systèmes qu'on va utiliser. Donc ici, on voit au-dessus, ça marche un peu comme un système de chambre à air. On va mettre un petit tuyau ici et en vissant derrière avec le bouchon. À l'intérieur, donc en dessous, là contre le tube, il y a un petit pointeau qui va sortir au fur et à mesure. Là, on le voit qui sort. Et donc ça percera le tube. Hein, le pointeau, il est creux, bien sûr. Et de cette manière, de façon étanche, on pourra prendre la mesure avec le mano sur le système. Donc maintenant, on y va en direct. Donc on a choisi de le placer au niveau du déshydrateur. Donc à savoir que pendant le serrage, rien n'est percé. Donc on peut toujours régler comme on a le besoin ou comme on a l'envie. Pensez juste à le mettre en fonction de si on met un tube, un mano ou quoi que ce soit. D'anticiper, puisque une fois qu'on aura percé, forcément, plus de retour en arrière. Donc là, on vient de serrer. On est en train de faire les derniers ajustements. On a bien vérifié qu'il ne bougeait plus, qu'il était bien contact. Il refait exactement la même manip que tout à l'heure. Et là, on verrouille de façon à percer le tube. Alors attention à ne pas serrer non plus trop fort, ça reste de l'alu. Si on venait à trop forcer, en fait, on pourrait carrément péter le bouchon.
Donc quand on voit ici, il faut bien comprendre qu'à cette heure-ci, le système il est percé. Et il n'y a pas de fuite. Et tout est prêt à enchaîner. Donc on va maintenant se servir cette fois de l'autre système, donc de la pince, pour faire exactement la même chose. Donc on va percer le tube. Voilà. Là il est en place. Et même chose avec le même type d'embout sur lequel on peut venir mettre nos manos. Et regardez la pression qu'on a sur le système. Donc là, les deux sont en place. Et avant de brancher les manos, histoire de bien montrer que tout est étanche, on va servir de la petite bombe qu'on a vue là, le système 1000 bulles. Donc, quand on fait ça, il y a deux options, ou il y a des petites bulles qui se forment, ou pas. S'il y a des petites bulles qui se forment, ça veut dire qu'on a une fuite. Si on n'a pas, c'est qu'on est bon. Donc ici, pas de souci. Et sur l'autre là-haut, il n'y a rien qui se passe. Donc on est bon aussi. On peut passer à la mise en place des manos. Donc ici, on a posé les manos. Donc le premier qui va nous donner la HP. Alors attention à la lecture du mano. Là, vous lisez 0,46. Mais il y a la conversion à faire, puisqu'on lit ici 1 MP égale 10 bars, donc en gros 0,1 égale 1 bar. Donc ce qui nous donne une pression de 4,5 bars, 4,6 bars environ. Donc celui-là, on l'a placé au niveau de la queue de décharge. Donc histoire de lire la HP. De l'autre côté, on a celui-là qui va nous donner la basse pression. Donc la basse pression, on la voit ici, elle est à peu près à 0,58. Les deux tuyaux, on les a équipés de vannes d'arrêt qui permettent d'assurer et d'éviter surtout la mise à l'air pour des mesures plus justes. Maintenant, du coup, une fois qu'on a tout mis, qu'on a pu prendre nos mesures, on va pouvoir commencer à procéder à la vidange du gaz du circuit, ce qui nous permettra ensuite de poser sur nos queues de charge nos embouts afin de pouvoir mettre afin de pouvoir mettre à vide complet le circuit et par la suite réinjecter le 600. Donc là, on a déplacé les manos de façon à pouvoir être au final, quand on va remettre le 600, qu'on soit à peu près dans les mêmes hauteurs. Donc ça, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la bouteille. Là, on est vraiment sur l'étape où on va évacuer le gaz de l'entièreté du système. Donc on revient toujours pareil, on a notre tuyau HP qui va venir ici sur le rouge et la partie BP qui va venir ici sur le bleu. Donc les vannes, hein, c'est tout simple, hein. Vous avez on-off. Ça sert exactement de la même manière que les deux vannes qui sont ici. Simplement, ça sera beaucoup plus simple, ouvrir, fermer, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Là, ici, donc derrière, comme depuis le début, on a le petit tuyau ici qui sert à intégrer le 600A, mais ça c'est pour tout à l'heure. Et on a le tuyau bleu ici, toujours avec une vanne, hein, toujours le même principe de pouvoir couper si on a besoin, qui arrive sur la pompe à vide. Et après, le tuyau jaune, comme au tout début, qui va servir à évacuer dehors. Mise en route de la pompe à vide. On permet de rentrer dans le circuit. On ouvre côté HP. Là, on débranche le compresseur. On peut voir ce qui se passe. Donc là, je rappelle qu'on n'est pas sur une mise à vide du système, mais simplement une évacuation. Donc quand bien même il y aurait un petit peu d'air qui rentre dans le circuit pendant ces étapes-là, c'est vraiment pas grave, puisque une fois qu'on aura évacué tout le gaz qui est présent dans le circuit, on va couper pour mettre les queues de charge en place, pour mettre tout ce qu'il faut. Et après procéder cette fois vraiment à une mise à vide avec les pressions à respecter. Donc ça, on va attendre tranquillement, il faut compter environ une petite demi-heure.
Allez, on se retrouve plus tard. Donc nous revoilà, ça fait environ une demi-heure que ça a tourné. On s'est assuré qu'il y avait plus de gaz visuellement qui sortait du tuyau. Ici au niveau des pressions, voilà, ça s'est à peu près égalisé. Donc on est quasiment à -1 de chaque côté. Donc on va procéder à l'arrêt de la pompe à vide, au démontage des différents tuyaux et au remplacement du compresseur. Donc ici on tourne la vanne. Par principe et par habitude, on arrête la pompe, on va débrancher l'entièreté du système. Là maintenant il n'y a pas de risque, hein. De toute façon, une fois qu'on aura tout coupé, on va remettre de l'air. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave si tout n'est pas fait dans le bon ordre. Donc là on va se retrouver pour la découpe des tubes. Petit souci, c'est pas toujours évident de pouvoir filmer, voir, vu qu'on est derrière le frigo pour faire les choses. Donc en ce qui concerne la découpe, j'ai trouvé ça assez intéressant de le faire à côté. Comme j'ai dit, on doit changer de déshydrateur à chaque fois. Donc ça veut dire découpe du capillaire en sortie de déshydrateur et découpe des différents tubes. Pour ce faire, on va utiliser une petite pince spécifique qui va servir exprès à couper le capillaire. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que ici, le tout petit trou qui est là, on veut qu'il reste ouvert et qu'il ne soit pas pincé à la découpe. Donc vous la mettez ici entre les deux, on coupe un coup net, et quand on voit bien qu'il y a ici le petit trou. Si on se servait de la pince coupante, donc exactement au même endroit, on voit tout de suite que c'est pincé. Du coup, pas bon. Maintenant, pour ce qui est des différents tuyaux, on va se servir d'un coupe-tube. Donc l'idée, ça va être de serrer ici. On va pincer le tube et on va tourner ici par le petit élément. Donc on vient ici, on serre. On serre mais vraiment pas fort. On le met bien au niveau de la petite gorge. Donc là, on voit bien qu'il est pris au niveau de la petite gorge ici. Et sans serrer, pour qu'on puisse tourner autour, d'accord? On va sentir une petite raideur les 2-3 premiers tours et ça va aller de mieux en mieux. Une fois que ça va mieux, on refait un petit quart de tour et on recommence. Voilà. Et dès que ça tourne tout seul, on insiste. On peut déjà voir ici qu'il y a une petite marque qui se fait, puisque c'est en train de se découper. Donc hop, ça refait. Faut pas hésiter à prendre son temps. Donc là on voit bien. Jusqu'à ce que ça se fasse. Voilà. Et ça coupe tout seul. Donc j'avais expliqué le petit ébavureur. Donc ça va servir à quoi? Puisqu'on voit que ici c'est pas parfaitement droit. D'accord? Donc bien sûr sur l'appareil, si on doit faire ça, on s'arrange pour que le tuyau soit vers la verticale, de façon à ce que les petites chutes de cuivre, on les envoie pas dans le système. Donc on le rentre, on voit bien à l'intérieur, on le rentre, ça rentre tout seul, et on va tourner. Donc là bien sûr je suis sur le bureau, donc peu importe l'imaille où elle y va, et on tourne sans forcer. Voilà, l'idée c'est de vraiment venir dans un sens ou dans l'autre, peu importe, puisque là on voit bien que là c'est assez tranchant. Et du coup, si vous vous rappelez par rapport à tout à l'heure, on se retrouve vraiment avec quelque chose de propre, bien circulaire. Donc là, on se retrouve pour la mise en place des lock-in. Donc on a déjà fait sur le déshydrateur, histoire qu'on puisse se rendre compte du travail fini. Donc pour ce faire, on va reprendre les outils dont on avait cité au début. La pince lock-in, qui va servir à sertir. Le pied à coulisses, dont on a utilisé le début pour avoir les mesures des diamètres, la petite colle qu'on va mettre au niveau des lock-in, qui fera colle et joint, le lock-in au bon diamètre, les bavureurs, donc qui va servir à l'intérieur du tube pour enlever les mailles, ce qui va être à l'autre bout du lock-in, le petit papier abrasif pour enlever tous les excédents de peinture et autres et mettre bien le cuivre à nu, et le coupe-tube. Donc, ici, on commence par
bien nettoyer là où on va couper. Donc on a mis la queue de charge vers le bas de façon à être sûr que tout au long du process on puisse ne pas rentrer des mailles dans le compresseur. Donc on prend le temps de faire les choses propres. Là, il va essayer de couper au plus près du trou, de façon à ce qu'il y ait une coupe, d'une part, déjà que ce soit bien net, et d'autre part, eh ben, qu'on ait suffisamment de place pour mettre le lock-in. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment à quel point ça peut marquer au fur et à mesure. Vous voyez, on voit déjà la trace. Voilà. Donc les bavureurs. Pareil, hop, on n'insiste pas trop, de façon à ce qu'on enlève juste ce qui est besoin, mais qu'on ne déforme pas le tube. On présente le lotrine histoire d'être sûr que tout va bien. On présente des deux côtés, à blanc, comme ça on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc là il en met un petit peu, on met juste une ou deux gouttes au-dessus. Vraiment on n'en met pas trop. Et on fait des mouvements circulaires au niveau du lock-in. Et c'est ça qui va bien répartir tout le long. Donc, dans notre cas, côté compresseur, côté embout de queue de charge, on procède exactement de la même manière. Là, impeccable. La mise en place de la pince à lock-in. Donc on fait attention qu'elle soit bien mise et surtout on fait attention que tout soit bien droit. Parce que si on commence à serrer alors que c'est de biais, on ne pourra pas avoir une bonne étanchéité. Donc on la met en place. Donc on peut déjà voir là, alors qu'on a de la place, c'est déjà pas simple. Donc on prend bien le temps de faire les choses. Alors là on se rend pas compte, mais par contre quand on zoome, là on voit l'évolution. Donc c'est vraiment les deux qui sont en train de se rapprocher de la petite bague. Donc ici, on a passé en commande, mais on n'a pas reçu à temps les lock-in nécessaires au remplacement du compresseur. Donc, on va enchaîner les étapes sans faire ce remplacement. Malgré tout, à savoir que s'il avait fallu changer, donc comme on est ici, on a la queue de charge, et ici, la partie BPHP. Donc on aurait procédé de la même manière que lorsqu'on a coupé au niveau de la queue de charge et queue de décharge. Donc ici, on nettoie déjà au papier abrasif pour arriver à nu. Ensuite, on coupe au coupe-tube. Donc ici et ici, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, on refait exactement la même étape. La colle, le lock-in, on pince, d'accord? Avant d'avoir fait ça, donc sur ce modèle de compresseur, on voit que c'est des petites pinces ici. Donc on a juste à prendre une pince plate. On redresse ici bien parallèle. Donc les deux pattes qui sont ici, la patte qui est là et la patte qui sera là-bas, d'accord? Ça, c'est un simple petit relais. Donc avec tout ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, normalement au niveau des compresseurs, on est ici.
Donc, eh ben, on enlève et on remet, d'accord? Donc, vous déclipsez ici. Juste, on vient appuyer ici simplement avec un petit tournevis, hein, ça s'en va vraiment tout seul. Ensuite, on enlève les petites pattes. Sous les petites pattes, on n'oublie pas, là, ce qui fait office de cils en bloc, on les enlève et on les remet. Donc, on refait la manip, on intervertit. Une fois qu'on est en place, alors ici, on a mis la queue de charge, d'accord, pour la vidéo. Mais bien entendu, on profiterait que le compresseur, il est là posé sur la table et on mettrait la queue de charge tout de suite ici sur la table. C'est bien plus facile que de faire ce qu'on a montré avant, donc de la mettre lorsqu'elle est en place. Donc on prend le compresseur, on le remet et les deux tuyaux ici, donc qui étaient à côté, on a juste à venir les refixer ici avec les nouveaux lock rings. Voilà. Donc là maintenant, on va enchaîner sur la suite de l'étape. Et donc, eh ben, on va pouvoir voir et remettre le circuit correctement et fonctionnel. Ici, on va faire deux choses. Donc, on va envoyer un peu d'azote dans le circuit. Ça va servir d'une part à nettoyer éventuellement le circuit s'il y a besoin. Là, on sait que c'est du neuf, il n'y a pas franchement besoin, mais c'est toujours intéressant de voir la manip. Donc d'une part, ça va permettre de purger le circuit, de tout repousser correctement. D'autre part, ça pourra être une autre manière que le mille-bulles de voir s'il y a une fuite, où que ce soit. Donc dans notre cas, ce qui nous intéressera, c'est de savoir s'il y a des fuites ici ou ici. Mais puisque si on avait tout fait, on pourrait vérifier ici et éventuellement ailleurs dans le circuit. Dans un premier temps, donc, on a tourné cette mallette pour aller chercher 5 barres de pression sur l'azote. Maintenant, on voit qu'ici, la pression elle est à 0. Donc, on ouvre BP, HP, toujours les mêmes branchements. On ouvre les vannes. Les vannes de chaque côté. La vanne ici, donc ça, c'est le raccordement entre l'azote et le circuit. On rappelle que ici tout à l'heure, et ce qui sera plus tard, ça sera le R600. Ça rentre exactement de du même côté. Alors, on voit bien que c'est la petite vanne en dessous. On envoie dans le circuit et on attend tranquillement que la pression affichée sur les deux manos corresponde à celle qu'on a envoyée depuis la bouteille. On attend que ça stabilise. Ok, là on est pas mal. Du coup, on referme la vanne, ce qui permet de garder tout ça en pression. Et vu que tout est ouvert, l'idée, ça va être de regarder et de s'assurer que la pression ne bouge pas. À comprendre que si la pression là se mettait à baisser, on aurait une fuite dans le système. Donc on est revenu, on a attendu 2-3 minutes. Donc là, on vient de débrancher l'azote qui était en dessous. Mais avant de se faire, on a ouvert ici la vanne qui est raccordée à la pompe à vide de façon à évacuer tout le circuit. Donc, et en laissant bien toutes les vannes qu'on avait ouvertes, toujours ouvertes, de façon à évacuer la pression sans qu'il y ait de risque lors du démontage. Maintenant, contrairement à tout à l'heure, quand on a vidé, quand on a purgé le circuit du 600, là, on va faire la mise au vide. Donc on va chercher à évacuer vraiment tout ce qu'il y a dans le système de façon à pouvoir après renvoyer le 600 dans le circuit. Donc on a remis de nouveau le tuyau du 600A en dessous ici. D'accord ? Il faut savoir qu'à cette étape, si c'est pas fait tout à fait dans l'ordre, c'est pas très grave puisqu'il y a de l'air dans le circuit et ce qu'on va chercher à faire, c'est le vider. Donc si on en met avant de tout mettre la pompe à vide, ça c'est pas très grave. Ce qu'il faut juste faire gaffe, c'est que tout soit dans le bon ordre. Donc mes raccords HP, BP sont branchés. Les deux vannes sont ouvertes. Comme ça on va pouvoir purger par les deux côtés. On a le raccord de la pompe à vide ici, donc sur la pompe. Puis le tuyau ici qui part en jaune et qui va être évacué dehors. Ici en bleu la BP, en rouge la HP, derrière le 600. Donc une fois qu'on a tout ouvert,
on va démarrer la pompe à vide qui va purger tout. Et on en profitera aussi pour tourner un tout petit peu le bouton ici du 600. On le tourne, on le referme. Pourquoi? Parce que le tuyau en lui-même, il sera purgé grâce à la pompe à vide, mais le peu d'air qu'il pourrait y avoir ici entre la bouteille et puis ce qui sert de distributeur, il pourrait toujours y rester un petit peu. Donc on va chercher à le purger aussi en même temps. Là, on voit que la pression baisse des deux côtés. L'idée, c'est qu'on va chercher à avoir moins un bar, donc s'en approcher le plus possible. Donc pour rendre bien tout le système opérationnel. L'opération prend, allez, ça peut prendre selon le circuit entre 30 jusqu'à à peu près 30 minutes. Ok, une des dernières étapes. Donc là, on va renvoyer le gaz dans le système. On a mis en place la balance qu'on avait tarée au début, donc remise à 0. Là, on a déjà envoyé 9 grammes dans le système. Ici, donc, avant toute chose, avant d'arrêter la pompe à vide, on avait fermé le tuyau de la pompe à vide. Et seulement après, on l'a arrêté, de façon à être sûr de conserver nos -1 dans le circuit. Donc à partir de là, on va chercher à envoyer la moitié de la quantité. Donc c'est là où on revient sur l'étiquette de départ. On nous demandait donc 85 grammes dans le circuit. Donc là, on va chercher à envoyer par le coup 42. Donc on ouvre les deux tuyaux. Là, on attend que ça rentre. Là, on voit tout de suite les pressions. Là, on n'oublie pas qu'il y a que la basse pression qu'on a ouvert. Là, on voit le gaz qui est en train de rentrer tranquillement. C'est en train de monter. Donc, on n'envoie pas tout d'un coup. On fait attention aussi à ne pas monter trop en pression. On n'hésite pas à refermer le circuit. Laisser un petit moment. Et on refait en plusieurs fois, ça, il n'y a pas trop de soucis, jusqu'à arriver à la quantité désirée. A few moments later. Donc là, on est arrivé au stade où on a mis 46 grammes dans le système. On s'est assuré au niveau des pressions BPHP qu'on était correct. Donc on vient de démarrer le compresseur. À savoir que, étant donné qu'on n'a pas fait un changement, qu'il y a toujours un petit peu de gaz mélangé à l'huile dans le système. Donc on préfère passer sur une étape un peu plus longue, à savoir qu'on va surveiller les températures du coup qui sont à l'intérieur du congèle et on va regarder ce qui se passe et on va regarder l'évolution en fait pour chercher à avoir nos -18. Donc on est parti du concept qu'on n'a pas remis la quantité exacte en une fois. On a préféré le faire en plusieurs fois, quelques grammes par quelques grammes, et laisser tranquillement la température du système remonter. Donc ce qui nous intéressait, c'était de remettre la température comme elle était au départ. Donc là maintenant, on a constaté au niveau des ampères, on est revenu à ce qu'on était. Au niveau de la pression, on est vraiment pas mal au niveau de la marge. Et donc du coup, là, les températures, pareil. Les températures par rapport à ce qu'elles étaient avant. Donc on a toujours les chiffres. On est sensiblement identique à ce qu'on était. Donc petite chose sympa à regarder, c'est que malgré le fait qu'on soit donc en super congélation, là on est à -25,5. On a quand même la sonde qui est dans l'eau, donc à cette heure-ci qui est de la glace, qui est à -0,2. Elle s'est maintenue à peu près à cette température-là tout le long du procédé. Maintenant, on va procéder au débranchement final de tout le système. Donc, on commence, on ferme la bouteille, on verrouille les vannes, ce qui va empêcher quoi que ce soit de rentrer ou de sortir du système.
Alors on aurait pu éventuellement commencer par purger au niveau des manos, ça aurait pas été un souci. Mais là, voilà. Donc là, et là maintenant on n'a plus qu'à tout purger, tout vider, tout fermer. Donc au niveau des grammes, on n'oublie pas que ici, actuellement, on est à moins 88 par rapport à ce qui était demandé au début. Mais faut pas oublier non plus que quand on a ouvert la bouteille, on a envoyé à peu près 7 grammes dans le système. Donc il est plus que normal qu'on soit au-dessus de ce qu'on est demandé, disons un tout petit peu, puisque bah, on peut facilement estimer que on a remis 80 grammes dans le système, puisque les 7 de départ, normalement, ils sont perdus. Donc là, bah, il ne reste plus qu'à remettre les bouchons sur la queue de charge, la queue de décharge, enlever les sondes, et l'appareil est redevenu fonctionnel.